Hey, Bonsoir. bonsoir, bienvenue à ce 22e et dernier épisode hivernal de La Déjà. Liberté à la porte. Ben oui, déjà, ça passe vite. Hein? Déjà une fin de saison, c'est terrible. Ben oui, et au lendemain d'élections nationales, pour le moins décevantes, qu'on pourrait dire, on va avoir l'occasion d'en parler avec oui. ce soir Pierre Curzi qui est avec nous. Et en deuxième partie, qui avons-nous, Geneviève? Eman Gutiérrez et Jules Falardeau qui viennent nous parler de l'importance de l'action du cinéma et de la vidéo en agir social. Donc, on est vraiment content d'avoir ces invités-là avec nous aujourd'hui. Maxime, bonsoir. Ben, Félicitations bonsoir. pour ta Ben oui. dernière Puis merci pour cette belle saison. On a eu des invités très intéressants, vraiment. Je dirais une belle diversité dans les interventions, donc dans chacune des émissions. Là. Je pense qu'on peut se féliciter aussi l'équipe technique. Et ça ne s'arrête pas tout de suite. On a encore des superbes entrevues à vous présenter. Donc, sans plus tarder, on commence ça. Oui, Mathieu par la machine. Donc, nous sommes... le public est en délire! Nous sommes avec donc Pierre Curzi. Bonsoir, Monsieur Curzi. Bonsoir. Et bienvenue à l'émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Pierre Curzi, vous êtes comédien, vous êtes porte-parole du Nouveau Mouvement pour le Québec ainsi que le Mouvement démocratique pour une constitution du Québec. En plus d'être un ancien député, un homme politique actif encore dans la société civile, dans le mouvement citoyen, dans le mouvement indépendantiste. Et donc voilà, abordons dès maintenant. On est au lendemain d'élections du Québec. Triste. Oui, c'était Êtes-vous triste. triste, Pierre Oui, il y a Curzi? bien des gens qui sont tristes aujourd'hui. Il y a bien des gens qui sont un petit peu démobilisés. Puis c'est compréhensible. On s'attendait à autre chose. En fait, le Parti québécois avait le vent dans les voiles. Et puis, au début de la campagne, on s'attendait vraiment à ce qu'ils deviennent le prochain gouvernement majoritaire. Enfin, c'était leur souhait d'être majoritaire. Puis, honnêtement, quelles que soient nos réserves, pour les souverainistes, pour les indépendantistes, un parti indépendantiste au pouvoir, c'est toujours, disons, une condition facilitante. C'est comme ça qu'on dit, une condition. En tout cas, ça aide. Tandis que là, on se retrouve avec un parti libéral dont on sait pertinemment qu'il n'y a rien à attendre à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Bon, je n'ai pas trop envie de faire le constat parce qu'il y a différentes décisions stratégiques qui sont discutables. Personnellement, je trouve que l'origine du glissement, c'est que ces élections-là ont été faites à un moment où je crois que la population en général ne souhaitait pas qu'il y ait d'élections. Je pense qu'on voyait pour la première fois, dans notre drôle de mode de scrutin puis de représentation électorale, la possibilité qu'un parti puisse accoucher de lois assez importantes, assez fondamentales, en conjugaison avec un autre parti. Donc, un genre de gouvernement de coalition qui accepte d'être minoritaire et qui peut, par exemple, accoucher d'une charte de la laïcité avec des modifications, mais des modifications existent parce qu'il y a des opinions différentes. Mourir dans la dignité aurait pu être adopté. Je ne suis pas convaincu que la CAQ et le Parti libéral auraient renversé le gouvernement sur le budget, mais s'ils l'avaient fait, ils auraient eu à porter le poids d'avoir renversé un gouvernement. Je pense que cette décision-là, en tout cas, elle est discutable. En même temps, il y a une logique de parti qui fait que quand il y a un parti minoritaire dans un système dont on a hérité de l'Empire britannique, qui est surtout bipartiste, on cherche évidemment à devenir majoritaire et donc à éliminer les tiers partis, et c'était valable pour la CAQ et pour Québec solidaire. Alors, je pense que ça origine de là. Après, il y a tout le déroulement de la campagne, mais vous l'avez suivi comme moi, je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus puis de trouver des coupables. D'ailleurs, le fait c'est que c'est une défaite. Parlant de Québec solidaire, il y a quand même Manon Massé qui a apporté un 3e siège à un parti qui se dit indépendantiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle nomination?
de l'élection de Manon Massé, Oui. ben, tant mieux, je suis ravi pour elle, puis tant mieux pour Québec solidaire, ça fait un 3e député. C'est pas beaucoup, hein, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Déjà, être dans l'opposition, c'est pas fort, mais être la seconde opposition, c'est encore moins fort. Puis être une minorité comme 3 députés, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est fait dans notre Assemblée nationale pour permettre qu'on entende leur voix avec force. Donc, l'ensemble du système joue contre les individus, les indépendants ou les minoritaires à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un statut souhaitable et c'est une des raisons majeures qui modifie de profonds changements dans la façon dont nos institutions fonctionnent. En particulier, l'Assemblée nationale, l'ensemble de la représentativité, donc le scrutin, le mode d'élection, puis toutes les règles qui sont basées sur un bipartisme dont on a hérité et qui vient du 14e, 15e siècle, quand le roi, tout d'un coup, a été obligé de mettre à sa droite les nobles, puis c'est devenu la droite, c'est toujours resté ça. Encore maintenant, le Parti libéral, c'est toujours une espèce de poids là, du pouvoir de l'argent. Puis à cause de l'évolution de la société à cette époque-là, de la naissance des commerçants, puis tout ça, il a été obligé à un moment donné de créer une sorte de gauche. Alors, il y a eu il y a eu à droite les nobles, à gauche les moins nobles, qui étaient le pouvoir des commerçants. Et c'est de ça dont on a hérité. Ce qu'on a oublié dans cette évolution-là, c'est que derrière l'élite noble qui venait de Dieu et puis des côtés marchands qui, eux autres, venaient du commerce, derrière tout ce monde-là, il y avait le peuple, il y avait la population, il y avait les gens. Puis eux, ils n'étaient pas représentés là, ils étaient soumis. Et on a hérité d'une structure de représentation électorale qui, encore maintenant, ne justifie pas ou ne représente pas avec force ce que les citoyens pensent. Le peuple n'est pas si présent qu'on ne le croit quand il vote. Il l'est, mais regardez les chiffres, vous allez être étonnés de voir, on a toujours des gouvernements qui sont minoritaires. C'est-à-dire, là, les libéraux ont été élus, mais ils ont été élus avec quoi? 45 du vote. Il y a 57 je pense, des gens qui ont voté contre. Pourtant, ils vont être là pendant 4 ans et ils vont nous diriger. Il y a beaucoup d'aberrations dans notre système électoral. Puis René Lévesque disait que c'était un mode de représentation électorale complètement pourri. Puis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce système qui est On le forcément inadéquat? Mais comment? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'un autre Québec peut être envisagé après ce qui s'est passé? Oui, bon, là, parlons de l'avenir. Mais c'est important de comprendre, je pense. Puis moi, je fais comme tout le monde, hein, j'apprends. Mais ça, je l'apprends, puis à chaque fois, je suis étonné de voir ce qu'on découvre. La vraie question, c'est quel est l'avenir, là? On ne peut pas s'appesantir. Il y a une réflexion qui doit se dérouler à l'intérieur du Parti québécois, puis plus largement dans le mouvement souverainiste. Le nouveau mouvement pour le Québec, vous le savez, ça a travaillé essentiellement à ce qu'il y ait une convergence. On voit que la convergence des partis politiques, il n'y a rien à faire là. On l'a vu dans la dernière campagne. Le Parti québécois ne veut rien savoir de Québec solidaire, puis Québec solidaire ne veut rien savoir du Parti québécois et le considère comme un ennemi. Fait que l'idée d'une convergence entre les partis, je pense que c'est une idée qui n'avance pas. Parce que les partis ont des intérêts, puis ces intérêts-là sont toujours opposés. Mais il reste que la convergence, elle est possible dans l'ensemble du mouvement souverainiste. Non seulement elle est possible, mais je pense qu'elle est nécessaire, plus que jamais nécessaire. Et on le sait, on est très fractionné dans le mouvement, donc il faut qu'il y ait une convergence du mouvement souverainiste. Et ça, je pense que c'est un objectif. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Parmi les autres objectifs auxquels les souverainistes doivent réfléchir, il y a, à mon sens, de quelle façon on va s'assurer qu'on retrouve une majorité. Le problème actuellement des souverainistes, c'est qu'on est minoritaire. Et donc, et on l'a vu, l'élection, ça a été l'enjeu peut-être avec la charte, l'enjeu fondamental. Si tu as une minorité qui est indépendantiste, ces indépendantistes-là ne veulent pas d'un 3e référendum qui serait perdant, un échec référendaire. Et ceux qui s'y opposent, qui sont nombreux, là, entre les indécis et les opposants, c'est comme 60 de la population, ils n'en veulent pas non plus. Ils n'en veulent pas au point qu'ils coulent littéralement le parti qui est porteur. Donc, la vraie question, c'est est-ce que le parti
québécois doit continuer à être le porteur de l'idée d'indépendance, alors que, littéralement, ça le condamne à être toujours dans l'opposition? C'est ça la réflexion. C'est une belle question, mais au-delà de Puis- ça, vous mentionnez aussi l'importance de l'implication citoyenne en dehors des partis politiques. Bien, si c'est plus un parti politique qui porte l'idée de l'indépendance et qui détermine à quel moment, selon quelles conditions, le prochain référendum va avoir lieu, il faut que quelqu'un porte cette idée-là. Parce que ce n'est pas une idée qui est morte. On est tous là, on est tous vivants, puis on est tous vibrants, toujours aussi convaincus de l'indépendance, puis que c'est un régime. Donc, il faut que... Oui, ça, c'est une bonne... Mathieu, tu as manqué ta shot, là. Il fallait faire foule applaudir en là-dessus. délire. Puis, effectivement, il y a toujours, Non, mais c'est important. On est toujours aussi vibrant. il y a toujours 40 des Ben, gens. c'est à peu ça, près on est qui toujours souhaitent 40 ça. Donc, comment on va faire pour s'assurer d'avoir une force qui puisse nous amener là? Le chemin va être différent. Un des chemins possibles, c'est d'aller vers une sorte d'assemblée, c'est d'aller vers le peuple. Dire, c'est le peuple qui devra décider quand, à quel moment et comment ils vont entreprendre une démarche d'affirmation, là, puis je pèse mes mots, là, c'est une démarche consensuelle. Parce que ce dont on a besoin, c'est de retrouver des forces. Donc, sur quoi nous entendons-nous? Puis on peut dire au Québec, on s'entend sur un certain nombre de choses, tout le monde confondu, là, fédéralistes, indépendantistes, nationalistes, autonomistes, les blancs, les jaunes, toutes les couleurs, toutes les catégories d'âge. Je pense que, grosso modo, on s'entend qu'on voudrait vivre en français. On s'entend sur un certain nombre de différences qui caractérisent nous autres comme Québécois. Un nous là, large, là, pas un nous inclusif. Nous, là, le nous inclusif, il s'entend sur quoi? Il s'entend qu'on voudrait vivre en français. On voudrait vivre dans un État laïque, c'est-à-dire respecter toutes les religions, mais que l'État soit neutre. On s'entend sur le fait qu'on veut l'égalité homme-femme, puis c'est quasi un fait acquis pour tout le monde. On veut avoir un système qui soit plutôt social-démocrate, c'est-à-dire où il y a des systèmes de répartition de la richesse et des systèmes qui font que certains aspects de notre vie sont comme soutenus par l'État, par l'ensemble de la population. On ne veut pas vivre dans une jungle, on veut vivre dans quelque chose qui a un visage humain. On s'entend sur un souci écologique évident et à la dimension de la planète, puis à la dimension du Québec. C'est une grosse réflexion sur comment on va exploiter nos ressources naturelles. Faut-il les exploiter? De quelle manière? Bon, on s'entend sur ça. On s'entend aussi de plus en plus, et ça, c'est récent, sur le fait qu'il devrait y avoir une proportionnalité dans notre système de scrutin. On pourrait s'entendre, je crois, sur le fait qu'on souhaite élire un premier ministre ou un président au suffrage universel. On peut s'entendre sur le fait que les régions ont besoin d'avoir des pouvoirs. Il y a un problème là. Bref, quand on accumule tout ça, si on réussit à rassembler tout le monde et à leur dire, bon, êtes-vous prêts à mettre ça par écrit? Est-ce qu'on est prêt à mettre tout ça par écrit? Les consensus sur 75-80 des gens qui sont d'accord avec ça, si on met ça par écrit, puis qu'on se dit, est-ce qu'on est prêt à faire voter ça par tout le monde? Oui. On se retrouve avec quelque chose que certains appellent une constitution. On se retrouve avec ça. Puis là, on a un beau problème, parce que notre constitution, il y en a déjà une qui existe à Ottawa, puis on ne l'a pas signée. Fait que celle-là, on ne l'a pas signée, puis nous autres, il y en a une qu'on vient de signer, on vient de l'écrire. En espérant que M. Couillard ne la signe pas. Ah non, mais moi, je dis qu'il ne la signe pas, celle d'Ottawa. Oui, absolument. Mais je pense qu'il est revenu. Il a fait quelques saltos arrière là-dedans. Là. Mais en même temps, lui, dans sa tête, il y a une préoccupation constitutionnelle. Lui, il fait partie de ceux qui disent, on serait bien... Tout ce que vous dites, M. Curzi, c'est très faisable dans le Canada. Ah oui? Le français, la laïcité, l'égalité, l'écologie, tout ça, c'est faisable. Bien, parfait. Allons cogner à la porte du Canada et voyons voir la réponse. Des réflexions, ma foi, fort intéressantes. Malheureusement, on n'a pas plus de temps que ça pour en discuter davantage. On est rendu là? On cogne à la porte. On est déjà rendu à la fin. On cogne à la porte. Qu'est-ce que Ottawa va nous répondre? Qu'est-ce que le peuple va faire en réaction avec ceci? La Réponse seule à ces chose à questions et dire, plus encore. c'est ce qui manque là, et c'est peut-être là qu'il y a une réflexion à faire, c'est beau ça, le pouvoir populaire, mais comment ça s'organise pour être réel?
Est-ce qu'on a besoin d'un véhicule politique? Si on a besoin d'un véhicule politique, est-ce que c'est le Parti québécois qui peut prendre ce pouvoir populaire-là puis le transformer en une réalité? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Moi, je pense que la réflexion, elle doit aller dans toutes ces zones-là. C'est sûr qu'il y a matière à se remettre Oui. en question. Merci beaucoup C'est à suivre. d'avoir Merci, été avec Pierre nous. Curzi. Et au retour, on reçoit Jules Falardeau et Herman Gutiérrez. Rebonsoir, on est de retour avec messieurs Herman Gutiérrez et Jules Falardeau, Bienvenue. deux cinéastes. Bonsoir. Bienvenue, messieurs. Bonsoir. Alors, Jules, tu es réalisateur, notamment, on t'a connu pour le documentaire sur Régis Chartrand. Régis Chartrand qui est décédé récemment. Donc, ça a été bien triste pour l'ensemble du mouvement indépendantiste. Je tiens à le dire, puisque Régis Chartrand était un des pionniers, des pionniers du mouvement indépendantiste par sa militance. Également, récemment, le film Gaétan. Monsieur Gutiérrez, vous êtes documentariste. On vous connaît pour l'affaire Coca-Cola et aussi le documentaire sur Pierre Falardeau, le père de Jules, et aussi le documentaire qui va être projeté ici ce soir pour les gens qui sont présents, qui a tiré sur mon frère. Alors, encore une fois, bienvenue. Donc, ce qui vous lie, en quelque sorte, c'est le cinéma. Je pense que vous, évidemment, vous croyez non seulement à la vidéo, mais aussi à l'importance de la vidéo comme arme politique, la résistance par la vidéo. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, premièrement. Ils sont polis. Disons que... non, c'est en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, disons, quand on a une idée, quand on trouve un sujet, avant tout, on va faire une œuvre de cinéma. C'est-à-dire, on ne fait pas un film pour militer. Ça ne marchera pas. À ce moment-là, on s'en va à la place publique où on écrit. Avant tout, on va faire du cinéma. Je pense que la sagesse d'un documentaire qui fonctionne, c'est quand on fait un documentaire justement pour sensibiliser les gens à une réalité qui ne sont pas en contact. On ne fait pas des films pour des gens qui sont déjà révolutionnaires. On ne fait pas des films sur l'indépendance, sur des gens qui militent déjà pour l'indépendance. Alors, déjà, il faut faire attention quand on cherche un sujet. C'est d'abord les sujets, c'est d'abord cette réalité qu'on veut montrer aux gens qui n'ont pas accès. Voilà, Et si les films deviennent une arme, c'est pas tout à fait un mot qui me va bien, mais c'est grâce au sujet, parce que le sujet est connecté avec l'histoire. Dans les cas qui nous concernent ce soir, très vite, qui a tiré sur mon frère? C'est mon frère, qui est politicien en Colombie, qui est un homme de gauche. Il a été victime d'un attentat, on lui a tiré 3 balles dans la tête. Heureusement, il a survécu. Et on voulait le taire. Pourquoi on voulait le taire? Par sa militance, par son travail politique. Il était député dans une région qui est assez riche, où on produit le café d'ailleurs. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, tiens, je vais faire un film sur toi. Il dit, mais pourquoi un film sur moi? C'est pas intéressant un film sur moi. Fais un film sur la Colombie, fais un film sur pourquoi il y a tant de violence en Colombie, pourquoi cette disparité de richesses, etc. Et j'ai compris finalement que faire un film sur lui, quand mon frère, il y en a, je pense que 80 000 personnes qui se sont fait assassiner dans les dernières 20 ans à cause de ces idées politiques. Donc, en fait, vous faisiez un film sur la Colombie en faisant un film sur votre J'ai décidé de faire un film sur la Colombie. Oui. C'est-à-dire, c'est une quête de savoir pourquoi mon frère a été tiré. Et finalement, ça finit par faire un film sur l'histoire des dernières 50 ans de la Colombie. Alors voilà, on part avec une idée qu'on veut dénoncer la tentative d'assassinat sur son frère, puis on finit par faire un film sur les dernières 40 ans. C'est un petit peu prétentieux, là. C'est sur les dernières 40 ans de pourquoi en Colombie il y a une guerre civile qui finit plus. Et puis, Jules, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à faire du documentaire, du cinéma? Ben, je pense que c'est l'exemple des gens comme Herman, des gens comme mon père, des gens qui, avant aussi, les pionniers de l'ONF, les Gilles Gros, Pierre Perrault, etc. Mais qu'est-ce qui m'a amené? En fait, je peux partir de l'exemple de Régis Chartrand. À ce moment-là, je faisais pas vraiment de cinéma. Je commençais à tripoter la vidéo tranquillement. Puis là, Régis Chartrand, ça est apparu comme
une nécessité dans le moment. Parce que j'ai connu Reggie, j'ai lu son livre, puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Tu sais. Reggie est vieux, il était vieux à ce moment-là. Puis si je le fais pas, personne ne va le faire. Si personne ne veut embarquer. Tu sais, j'étais vraiment tout seul dans ce projet-là au début. Personne ne s'intéressait, personne. Reggie Chartrand, c'était comme on l'avait, il était enterré, tu sais, depuis une vingtaine d'années. Fait que aucun producteur, rien, puis t'as pas d'expérience, blabla. Alors, je dis, bon, qu'est-ce que ça prend pour faire un film? Ça prend une caméra, ça prend aujourd'hui, avec un ordi, on est capable de faire, c'est le minimum, tu sais. C'est pas un film qui peut prétendre à des standards esthétiques d'un film qui est subventionné puis qui a toute une grosse équipe derrière. Sauf que Reggie Chartrand, si j'avais pas fait ces entretiens-là, 2 ans plus tard, Reggie avait plus la même élocution. Tu sais, je veux dire, il était encore tout là, mais il y a eu beaucoup de vécu derrière lui. Je pense que quand Reggie est décédé, ben là, il existe quelque chose sur Reggie Chartrand. Les gens qui ne le connaissent pas, ils peuvent voir. Puis à travers Reggie, moi, c'est mon personnage. Lui, c'est son frère. Moi, c'est Reggie. À travers ça, ça traverse toute l'histoire du militantisme sur l'indépendance des années 60-70. Fait que c'est comme un prétexte. Dans le fond, on rend hommage. En même temps, on creuse quelque chose. Tu sais. Et là, Jules va partir en Amérique latine. Où est-ce que tu t'en vas exactement? Je m'en vais à Sucre, en Bolivie. À Sucre. Donc, tu vas aller donner des cours Je vais aller donner des cours d'audiovisuel. En fait, c'est un organisme là-bas qui travaille avec les jeunes. Et donc, le projet est un peu dans l'idée du Wapikoni mobile, donc des espèces de classes de vidéo, d'aller leur enseigner. Ben, je pense que, d'ailleurs, il va y avoir des gens qui ont déjà des compétences. Des fois, c'est de leur donner quelques pistes pour creuser qu'est-ce qui peut être un bon sujet, nécessairement sans prétention de leur apprendre. Nous, on va vous montrer comment faire des films. C'est plutôt, je pense, de renforcer quelques trucs, puis on va leur laisser du matériel de montage, etc. Fait que... Qu'est-ce que vous pensez de ces stages-là de Québec sans frontières en Amérique latine? Est-ce que vous croyez que c'est important? Mais je les connais pas, mais j'en ai vu beaucoup. C'est très, très bien. C'est très bien pour les deux côtés. Moi, je me plais à dire que les ONG québécois qui travaillent en Amérique latine et en Afrique et en Asie depuis 50 ans, ça a commencé avec les curés, etc., mais maintenant, c'est les gens depuis 20-30 ans. C'est eux qui sont... comment dire ça? Le Québec n'a jamais eu de colonies, n'a jamais été un pays colonisateur. Et à travers les ONG, on forme notre corps diplomatique. C'est l'école pour connaître l'extérieur, pour savoir comment ça fonctionne quand on est jeune, s'en inspirer, revenir et bâtir un corps diplomatique. C'est des relations publiques vues à travers justement les gens d'en bas, pas dans les grandes écoles dans lesquelles on t'apprend les protocoles, puis les lois, puis tout ça. Alors, je pense que c'est très formateur pour les deux côtés. J'encourage fortement. Puis il a de très belles réussites. Il a des échecs, mais ça fait partie des... Vous dites que le Québec n'est évidemment pas un pays ou un État impérialiste, même qu'il a subi le colonialisme. Et l'Amérique latine également a subi le colonialisme économique, le colonialisme américain notamment. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le Québec et l'Amérique latine aujourd'hui en 2014? Non, pas du tout. Ça serait... C'est parce qu'il faut pas... Il faut faire attention. Il faut pas... Oui, il y a eu des assassinats. L'Uriel a été... les autochtones, certaines personnes du mouvement indépendantiste et tout ça. Mais on ne peut pas comparer... les seules personnes qui ont été aussi victimes d'extermination systématique, c'est les autochtones. Il y a eu combien de millions d'Acadiens qui ont été expropriés? Il y a des cas, mais c'est des cas assez précis qu'on peut identifier dans des moments, dans des choses comme ça. Faire une corrélation directe entre le Québec et l'Amérique latine, je trouverais ça un petit peu vite, parce qu'il n'y a pas une Amérique... Excuse-moi, il n'y a pas une Amérique latine. Il y a 32 pays en Amérique latine, et dans chaque pays, tu as à peu près 10 différences de classes, de cultures. C'est hyper complexe, l'Amérique latine, comme les États-Unis, comme l'Europe, comme tout ça. Alors, il y a... Non.
Non. Parler des communautés autochtones, c'est quand même ce qu'on oublie le plus souvent quand on parle de lutte indépendantiste. Moi, je trouve ça quand même assez très important que vous le mentionniez. D'après vous, quelle est la place actuellement en 2014 des luttes autochtones dans les 32 pays d'Amérique latine? Je ne sais pas, non, mais je ne veux pas prendre toute la parole, mais peut-être. Mais moi, je voulais juste dire Ouais, quelque chose, allez, en fait. Oh oui, On vas-y, reviendra vas-y. après. C'est qu'on disait l'autre fois que la Colombie et le Québec, ils votaient de la même façon par rapport à... Tu dis la Colombie, ça fait quoi, 30 ans qu'ils élisent des gouvernements de droite Ah oui. dans ce sens-là? Ah oui, oui, OK, dans ce Dans ce sens-là, sens. oui. Nous, on se connaît bien, on parle plus d'une fois que... Vous connaissez depuis longtemps, d'ailleurs? Oui, Des années, oui. je me plais à dire que lui, il est né à l'hôpital Notre-Dame. Je suis allé voir sa mère, puis Jules avait à peu près 2 jours à peu près. Ça fait assez longtemps que je le connais. Continuez. Non, ce qui arrive, c'est ceci. C'est vrai que, bon, je viens de rentrer en Colombie, 95% des gens en Colombie viennent de voter pour 4 partis de droite. C'est quand même assez incroyable. Ah, que mais la là, on leur Colombie- ressemble. La Colombie continue à voter à droite. Par contre, il y a un truc à dire, c'est qu'il y a des choses en Amérique latine qui ont beaucoup changé. Par exemple, il y a 30 ans, la plupart des pays latino-américains étaient des dictatures militaires pour la plupart. Aujourd'hui, il n'y en a pas une seule. Pour certains, le Venezuela et Cuba font partie des. J'en discuterai pas, ça serait long à le faire, mais la Bolivie est au centre-gauche, le Chili est au centre-gauche, l'Uruguay est au centre-gauche, le Brésil est au centre-gauche, l'Équateur est au centre-gauche. Il vient d'élire. Il y a 3 chefs d'État qui étaient ex-guerrilleros en Amérique latine. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, elle était chargée de l'économie de la guérilla de Sao Paulo. Et elle était économiste, alors c'était elle qui trouvait l'argent pour financer les mouvements guérilleros. Et c'était elle qui traquait des banques. C'était sa job à l'intérieur du mouvement. Elle a été prise, elle a payé 3 ans de prison, elle a été violée, torturée. Son histoire est horrible. Mais aujourd'hui, elle est présidente du Brésil. Alors, il y a eu un changement énorme. Il y a eu une évolution énorme. Idem pour le vice-président en Bolivie, qui était un des fondateurs du mouvement bolivien. Et idem au Salvador, au Guatemala, etc., etc. On pourrait en parler longtemps sur comment l'Amérique latine a changé dans les dernières 30 ans. Et il y a un mouvement, c'est positif, il y a un mouvement de gauche. Ce n'est pas la gauche qu'on veut avoir, mais c'est mieux que où on était il y a 30 ans. Pour revenir au Québec, Jules Falardeau, juste tes Oui, mais impressions. est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je ne sais pas si on peut se permettre Bien ça. sûr, bien sûr. C'est absolument interdit. C'est que, tu sais, en fait, c'est ça qui est positif. Moi, personnellement, pourquoi je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, et là, ça tombe, c'est la Bolivie, mais ça aurait pu être un autre pays. Je n'ai pas de préférence là-dessus. Mais c'est qu'il y a justement ces avancées-là de plein de pays qui se sont donné des outils. Tu sais, par exemple, au Venezuela, il y a eu beaucoup, sous Chavez, des campagnes d'alphabétisation. Ça part de là, des missions, toutes sortes de trucs. On a permis à des gens d'avoir des lunettes. Et tout ça, c'est des petits gestes, mais qui, dans un sens, t'apprends à lire à ton peuple. C'est quelque chose, tu sais. Puis là, malgré tout ça, tu sais, si on prend, je crois que c'est le Honduras. Le Honduras a eu aussi un président qui a été de gauche, et puis là, il a été renversé par un coup d'État, puis là, ils sont retombés dans la même merde qu'ils étaient il y a plusieurs années. Donc, tu sais, il y a plein c'est comme il y a plein de bonnes idées, il y a plein de régimes qui ressortent de là, mais d'un autre côté, pour les puissances impérialistes, ils n'oublient pas, le Honduras, c'est un peu comme un laboratoire pour certains. Donc, tu sais, on fait tomber un gouvernement de gauche par un coup d'État. Mais là, après ça, qu'est-ce qui s'en vient? On voit qu'au Venezuela, c'est le même genre de truc qui est arrivé au Chili. Tu sais, tranquillement, on déstabilise le pays par toutes sortes de politiques, que ça soit excusez, j'oublie mon mot, là. Des pénuries organisées. Tu sais, donc, c'est plein de pays qui ont plein de ressources naturelles, mais qui sont dépendants de plein de produits d'importation. Alors, le travail continue à se faire, puis les Américains puis les autres puissances impérialistes,
ça ne fonctionne pas pour eux, que le pétrole soit nationalisé. C'est ça, c'est qu'il y a encore énormément, c'est pour ça que l'exemple du Québec, c'est génial, c'est qu'au Québec, on a un filet social, on a un 40%. Qu'est-ce qui peut changer un gouvernement, entre autres, sérieusement? Quand quelqu'un, les ministres, prend les gouvernements d'économie, ils disposent de 15% ou 20% de l'argent qu'il y a. Parce que de toute façon, 40% va à la santé. Ça lui plaise ou ça ne lui plaise pas. 30% va au salaire de la fonction publique. Il lui reste 15% ou 20%. D'une pièce, en réalité, il peut administrer 25 cents ou 24 cents. Alors, c'est là où on voit la génie d'un économiste, d'un ministre de l'économie, parce qu'avec ces 25 cents, il faut qu'il fasse sa marque, qu'il change, qu'il fasse des changements, tout ça. En Amérique latine, ce n'est pas comme ça. Dans le budget du gouvernement, les ministres, ils peuvent empocher 80%. Parce qu'il n'y a pas de filet social, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de bien-être, d'assurance chômage. Les routes, la moitié sont privatisées, puis ils ne les réparent pas. C'est la pagaille. C'est la pagaille, c'est l'anarchie totale. Ici, on n'est pas rendu là. Et je ne pense pas qu'on pourrait se rendre là. Non, mais il faut être vigilant. Un gouvernement, il faut les surveiller tous les jours. Car où il y a l'homme, il y a là. Ça me brûle les lèvres, là, mais par rapport à... je reviens beaucoup là-dessus, mais par rapport au plan Nord, si on veut faire un parallèle, le Québec a une politique tiers-mondiste sur les ressources naturelles. Et ça, je veux dire même, c'est quasiment pire parce qu'ils prennent l'argent public pour financer les infrastructures qui vont servir à aller qu'on se fasse piller nos ressources naturelles dans le Nord. Et puis, bon, tant qu'on sera sous la tutelle d'Ottawa, on ne pourra jamais vraiment avoir notre mot à dire sur la gestion de nos ressources naturelles. Mais là, les gars, est-ce que vous allez faire un film ensemble? Je ne sais pas si vous voudrez travailler avec moi. Ben, c'est sûr que dans un avenir rapproché ou lointain, moi, ça me ferait plaisir, man. Je t'ai tendu en exclusivité la perche, sur le plateau. Bon, ben, sur cette jamais. note, on va vraiment vous remercier d'avoir été présent ce soir. Merci à vous. On a bien hâte de voir le beaucoup. documentaire. Aussi, on invite tout le monde à financer le voyage, le stage de Jules Falardeau en Bolivie. C'est ce printemps que ça se passe. C'est assez bientôt. C'est dans 2 mois, en fait, que je pars. Ouais. C'est ça. Très bientôt. On te souhaite vraiment un beau voyage. Merci. Merci Herman Gutiérrez. Merci Jules Falardeau. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce que c'est tout? Ben oui, c'est tout pour cette saison hivernale. La liberté à la porte. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui cliquent j'aime sur la page Facebook, à tous nos invités. Il n'est pas trop tard. Technique. Allez cliquer sur j'aime. Il n'est pas trop tard. Ben oui, maintenant, tout de suite. Cliquez, oui. cliquez. J'aime. Et on va vous préparer une nouvelle saison à l'automne, là, haute en couleur. Merci une nouvelle fois à toute l'équipe technique, Mission Vision Média, Mathieu Breton, Jean-Patrick Resset, Pascal Thibault, Thomas Louis également au son. Merci à Geneviève Boileau à l'animation. Merci infiniment. Merci à Maxime Laporte Et merci beaucoup. d'avoir enduré ma face et mes chapeaux pendant 11 Ben oui, épisodes cette saison. c'est incroyable. Un chapeau différent à chaque épisode. Fallait le souligner. Alors, J'ai réussi le défi. Je suis très fière. Ben oui. Ah oui, applaudissez-moi, j'aime ça. Mais sans blague, c'est vraiment un projet qui n'aurait pas pu exister sans Maxime. Donc vraiment, Maxime, merci chapeau. beaucoup. Merci. On te retrouve donc à l'automne à 2014. l'automne, ben oui, tout à fait. Et voilà, pour une autre saison. Alors, donc, portez-vous bien tout le monde et bonne fin de soirée. Bon et été. Bon été. Ben oui, on va avoir des températures plus clémentes.